I think you need a computer. Well, I think because of this. You can have this computer. Yeah, but I don't know how it goes. You want me to get back there? Where's Oslo? I don't want to talk to them by myself. Oh. All right, we evaluate. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du tribunal pénal international du Flags Yugoslavie est ouverte. Please be seated. Good morning to everyone. Madam Registrar, will you please call the case? Le président, bonjour à tous. Madame la greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire. La greffière d'audience, bonjour Madame et Messieurs les juges. Ceci est l'affaire IT 0369T, le procureur contre Jovica Stanisic et Franko Sidmatovic. Le président, merci Madame la greffière. Nous siégeons aujourd'hui pour entendre la déclaration préliminaire et tout à fait exceptionnellement, je souhaite inviter la défense Stanisic à se présenter puisque un nouveau membre est aujourd'hui présent dans cette équipe. Maître Jordache, j'ai l'honneur de vous présenter M. Scott Martin en tant que co-conseil pour M. Stanisic et les autres membres de notre défense ne sont pas nouveaux. Je crois que Madame Dobrota, qui est notre assistance juridique, ne vous a pas encore été présentée, en revanche. Le président, merci beaucoup. Monsieur Martin, vous êtes tout à fait le bienvenu dans ce prétoire. La défense Stanisic a traversé des moments difficiles et votre venue améliorera certainement la situation. Alors, Monsieur Martin, Maître Martin, merci. Le président, Maître Petrovic, je ne sais pas pour quelle raison Maître Bakrac n'est pas présent aujourd'hui. Donc il y a un membre de plus de l'autre côté de l'allée et un de moins de votre côté, Maître Petrovic. Merci, Monsieur le Président. Je crois que ce scénario n'est pas appelé à se prolonger puisque Maître Bakrac devrait nous rejoindre dans le courant de l'audience. Je vous remercie. Le président. Très bien. Je suppose qu'il a des questions urgentes à régler. Donc nous sommes réunis pour entendre la déclaration préliminaire de la défense. Stanisic, Maître Jordache, êtes-vous prêt? Maître Jordache, je le suis. Monsieur le Président, vous avez la parole dans ce cas-là. Maître Jordache, vous avez un jeu de documents qui a été mis à votre disposition. Nombre des pièces à conviction auxquelles je vais me référer sont confidentielles et donc n'ont pas été fournies sous forme de transparent. L'accusation affirme que M. Stanisic aurait agi de concert avec une série de représentants des autorités civiles et non civiles et de groupes d'avril 1991 au 31 décembre 1995 afin de chasser par la force la majorité des non-serbes de vastes portions du territoire de la Croatie et de la Bosnie en commettant les crimes de persécution, de meurtre, d'expulsion et d'actes inhumains. L'accusation affirme cela à l'encontre de M. Stanisic et doit le démontrer. La théorie de la défense démontrera que l'accusation n'a pas réussi à démontrer ses propres allégations et que la justice exige un acquittement de M. Stanisic de tous les chefs d'accusation. Conclure que M. Stanisic serait
coupable selon les termes de cette ECC ou qu'il ait contribué de quelque façon que ce soit au crime allégué reviendrait à étirer à l'extrême les modes de responsabilité avancés et à les transformer en instruments servant à imputer une culpabilité par association. L'accusation vous invite à considérer M. Stanisic coupable de ce qu'il n'a pas fait. Et de tenir responsable non seulement de ce que l'ensemble du ministère de l'Intérieur serbe a fait. Nous vous invitons à ne pas conclure à ceci. Vous devez être convaincu au-delà de tout doute raisonnable qu'il existe un lien suffisant entre M. Stanisic et ses crimes, ainsi qu'une base juridique pour l'imputation d'une responsabilité au pénal. La défense reconnaît que des explications doivent être fournies et les fournira. Des explications qui soient ancrées dans le contexte des événements considérés et non pas la description à grands traits utilisée par l'accusation pour masquer les failles qui existent dans ces théories. Ce n'est que dans le contexte dans lequel ces événements sont survenus et le chaos dans lequel ils se sont produits qu'il est possible de jeter la lumière sur ces failles. Et des éléments de preuve qui sont équivalents au mieux à des suspicions ne peuvent pas vous permettre de conclure à la culpabilité. L'hypothèse de départ de l'accusation est que M. Stanisic serait responsable des actes de tous les employés du MUP serbe et de l'ADB, indépendamment de la nature des activités en question. Or, il n'est pas suffisant de suggérer que M. Stanisic, ses employés, ses agents ou associés ont participé à la guerre ou qu'ils auraient commis des crimes ou agi dans le cadre conformément à une intention criminelle en ayant une forme ou une autre de lien avec lui. Au cœur de la théorie de l'accusation, nous trouvons la fausse hypothèse selon laquelle M. Stanisic aurait été omniprésent et tout-puissant et qu'il aurait été en mesure de contrôler des milliers de personnes et de les faire plier à sa propre volonté. L'acte d'accusation n'allègue cependant pas la responsabilité en qualité de supérieur hiérarchique. Et cette omission est un aveu tout à fait clair de la part de l'accusation qui n'est pas en mesure de démontrer que M. Stanisic a exercé un contrôle effectif, pas même envers M. Simatovic. Et pourtant, la théorie de l'accusation avance peu d'éléments autres que les rapports existants entre un employeur et un employé en tant qu'élément à l'appui de la responsabilité de M. Stanisic. M. Stanisic doit avoir eu l'intention de commettre ces crimes. Or, nous avons là une théorie qui a été conçue pour compenser le manque de preuves. M. Stanisic doit avoir contribué à l'intention criminelle commune et le TPY a clairement dans le cadre de ce tribunal, il a été indiqué clairement que pour conclure à la responsabilité d'un membre pour participation à une entreprise criminelle commune et pour le considérer responsable de crimes commis par des individus qui n'ont pas participé à cette entreprise criminelle commune, il convient de démontrer
que ce crime peut être imputé à un participant de l'entreprise criminelle commune, et que ce participant, en instrumentalisant, en utilisant l'auteur du crime, a agi en conformité avec le plan et l'objectif commun. L'existence de ce lien doit être examinée au cas par cas. Donc le fait que M. Stanisic savait ou connaissait un certain nombre d'individus tels que M. Karadzic, ou avait des relations amicales avec eux, qu'il était occasionnellement en relation avec Martic, avec Radovan Krstic, Ilya Kujundžić ou d'autres, qui participaient à la mise en place des structures serbes, est tout simplement insuffisant. Pas plus qu'il ne suffit de constater que ces hommes, ainsi que d'autres, étaient employés en tant qu'agents sur le terrain ou effectifs de réserve au sein de la DB. Il n'est pas davantage suffisant d'avancer que certains des hommes d'Arkane ou d'autres individus peut-être indésirables ont été employés au sein de la deuxième administration. Et j'utilise le terme employé au sens large. Les critères juridiques que je viens d'évoquer sont particulièrement importants en l'espèce en raison de la nature des tâches dont s'acquittait la DB serbe et, à vrai dire, la nature des tâches qui incombent à tout service de la sûreté d'État. Tout comme, mesdames et messieurs les juges, vous pourrez le voir dans le transparent numéro 1, la DB était chargée de collecter des informations lui permettant de prévenir et de détecter des activités visant à compromettre l'ordre constitutionnel et à menacer la sécurité de l'État. Cet objectif a été atteint en recourant à des agents sur le terrain qui collectaient des informations par l'intermédiaire de tout un réseau. Bien entendu, ces agents sur le terrain, toutes ces sources auraient pu essayer de faire le même travail en étant tranquillement assis au coin du feu, mais l'objectif n'aurait pu être atteint de cette façon. Les agents sur le terrain et leurs sources devaient être proches des événements qui engageaient la sécurité de l'État. Les collaborateurs de la DB et les sources devaient être ceux qui étaient le plus proches des événements et pouvaient, le cas échéant, être eux-mêmes des criminels. Les allégations contre M. Stanisic, la défense le prouvera, ont été construites en dissimulant cette réalité tout à fait centrale. Nous avançons que les allégations de l'accusation reviennent à retenir des charges contre un officier de police qui agirait sous le couvert de ses fonctions au sein d'une organisation suspectée d'être criminelle, et ce, dans le but de collecter des informations. Cela reviendrait également à poursuivre le supérieur d'un tel officier pour commission de crime et à s'appuyer sur ceux qui sont les vrais criminels en qualité de témoins dans le procès correspondant. Si je puis me permettre de vous donner un exemple, nous savons que Ilya Kujundžić est intervenu en tant qu'agent sur le terrain pour le compte de la DB. Nous savons que des témoins tels que JF030 ont déclaré que Kujundžić s'était rendu à Belgrade et avait rendu compte directement à Stanisic. Mais aucun élément de preuve n'a été avancé indiquant que pendant cette période s'étendant de 1991 à 1995, Kujundžić aurait réussi à s'imposer au sein du gouvernement de la SAO-SBSO en instrumentalisant le poste ou les responsabilités qui étaient les siennes au sein du département pour le transformer en autorité lui permettant
réaliser des objectifs criminels. Au contraire, tout comme GF 034 l'a confirmé, le gouvernement de la SBSO fonctionnait sur la base d'un vote majoritaire et n'avait aucun contact avec la DB de Serbie en 1991 et 1992. La défense démontrera que les agents de l'ADB étaient principalement employés dans le but de collecter des renseignements. Or, l'accusation vous suggère et vous propose d'interpréter ceci et pour en conclure que c'était M. Stanisic qui avait commandité les activités de ces individus. La défense de M. Stanisic sera divisée en 4 parties. Dans la première partie, qui figure au transparent numéro 2, nous trouvons la structure et le fonctionnement de l'ADB. Cette première partie est essentielle. J'y exposerai la structure de base de l'ADB et la place qu'elle occupait au sein du MOUP de Serbie. Les témoins ont expliqué comment la façon dont ceci était organisé. Il y avait des centres en Serbie, des administrations à Belgrade, et cette première partie expliquera la façon dont les centres collectaient des informations et les fournissaient aux administrations, la façon dont les chefs de ces administrations étaient censés fournir des informations aux assistants ou à l'adjoint du chef. Seules les informations les plus importantes parvenaient jusqu'au chef et uniquement à condition que son adjoint estime qu'il était pertinent de faire remonter cette information. Les dépositions de témoins que nous citerons vous permettront d'apporter des explications quant à la structure fondamentale de la DB et la façon dont les personnels étaient recrutés, ainsi que la façon dont chaque administration déléguait les compétences qui étaient les siennes afin de recruter de nouveaux collaborateurs et dans le but d'obtenir des moyens logistiques, ainsi que la façon dont ces moyens étaient fournis directement à partir de la 8e administration. L'accusation a systématiquement évité de s'attarder trop longtemps sur ces sujets et ce n'est pas sans raison. Il s'agira d'expliquer le fonctionnement de la DB et les responsabilités de chaque type d'employé au sein d'un système de délégation de compétences. Si l'accusation s'était penchée sur cela, cela aurait compromis la théorie selon laquelle M. Stanisic était responsable au nom de chaque employé, chaque agent temporaire, chaque source d'information et chaque service chargé de fournir des moyens logistiques, chaque utilisation, chaque recours de moyens logistiques fournis au sein du service. Ce que nous avançons, c'est... L'interprète reprend. Selon l'accusation, M. Stanisic est responsable du recrutement de chaque collaborateur qui a jamais été engagé au sein de la DB à tout moment. Et nous estimons que ceci est à peu près aussi convaincant que d'attendre du président du TPY d'être au courant de l'identité de chacun des employés du tribunal à tout moment. Au transparent numéro 3, nous passons à la structure et au fonctionnement de la DB. Comme je l'ai indiqué, les témoins concernant la DB expliqueront le fonctionnement de base de cette dernière. It involved primarily counterintelligence. The DB was not. Il s'agissait avant tout de contre-renseignement. La DB n'est pas un service de police. Ses tâches élémentaires n'avaient pas trait à la prévention de la criminalité ou au contrôle
des postes frontières. Au cœur de ces activités se trouvait le contre-renseignement. Et tout au mieux, il s'agissait de 2000 employés environ. La plupart d'entre eux n'étaient pas des agents formés, mais ils assuraient un soutien aux agents. Il aurait tout simplement été impossible de faire ce que l'accusation avance. Ce que l'accusation avance incombait au service de la sécurité publique, dont les effectifs dépassaient 15 000. Sous Milosevic, ces effectifs ont cru lorsque Badja a été promu hiérarchiquement au-dessus de Stanisic et lorsque ce même Badja, et non pas l'accusé, est devenu l'homme numéro 1. L'accusé Stanisic a sans relâche essayé de mettre en place l'opération Thompson, qui avait pour objectif de mettre hors d'état de nuire des groupes extrémistes au sein de la Serbie. Et son travail a probablement épargné les vies de centaines de Serbes et de non-Serbes. Il n'est impossible de considérer les éléments de preuve correspondants comme de simples circonstances atténuantes. Tout comme les témoins concernant la DB le confirmeront, il s'agit là d'une preuve tout à fait patente de l'état d'esprit qui était celui de M. Stanisic. Il s'agira de professionnels qui confirmeront l'approche de M. Stanisic, qui n'était pas fondée sur des critères purement ethniques. L'approche de M. Stanisic dans son travail et les difficultés qu'il devait surmonter, ainsi que les difficultés que la DB devait surmonter afin d'agir en ce sens. They will confirm that Les témoins confirmeront que, sous l'autorité de M. Stanisic, la DB a agi dans le cadre de ses compétences, dans un environnement politique particulièrement difficile, afin d'engager des poursuites contre tous ceux qui avaient commis des crimes contre les civils de toute appartenance raciale ou ethnique en Serbie et hors de Serbie. M. Tenens a présenté une théorie selon laquelle l'échec de la DB a empêché d'agir les formations paramilitaires au sein de la Serbie illustrerait le soutien de M. Stanisic aux activités criminelles qui étaient les leurs en Bosnie et en Croatie et aurait été en fait conçu pour leur fournir un soutien dans la commission de leurs crimes. L'opération Thompson a échappé à son attention. Les centaines, sinon les milliers d'opérations entreprises pour essayer d'entraver l'action des paramilitaires illustrent au contraire la tâche centrale qui était celle de la DB serbe pendant la période couverte par l'acte d'accusation. Dans le transparent numéro 4, nous voyons que les paramilitaires ont fait preuve de beaucoup d'imagination et que cette tâche était difficile. Le transparent numéro 5 montre les localités où les centres de la DB étaient implantés, les localités près de la frontière avec la Croatie et la Bosnie, où la tâche était considérable. Les extrémistes passaient en grand nombre la frontière à partir des zones de guerre, et ils passaient donc en Serbie. Des centaines d'armes submergeaient le pays, et la situation était propice à la criminalité. Šešelj agissait au sein de l'Assemblée serbe et il y
semait la confusion et la perspective d'une guerre civile en Serbie était omniprésente. M. Stanisic n'avait aucun intérêt à créer, organiser, soutenir et à commander des unités paramilitaires. Sa tâche consistait à les démanteler lorsque ces unités revenaient en Serbie et menaçaient l'ordre constitutionnel. Les témoins de la défense expliqueront le contexte politique et logistique qui a entravé l'accomplissement de cette tâche. Les juges de la Chambre verront au transparent numéro 6 qu'une réunion du Conseil suprême de la défense s'est tenue le 31 juillet 1992. En page 15 de la pièce à conviction correspondante, nous trouvons que Arkan aurait, semble-t-il, reçu le soutien du secrétariat fédéral de l'Intérieur, mais les juges de la Chambre relèveront la date, juillet 1992, c'est-à-dire après la commission de la plupart des crimes en Bosnie. L'accusation s'est efforcée d'établir un lien entre M. Stanisic et Arkan ainsi que ses crimes. And had strong links with Arkan avait des liens étroits avec Bogdanovic et bien entendu avec Radovan Stojicic, le futur ministre adjoint chargé du MOUP. La défense démontrera que la DB ne pouvait rien faire à ce sujet. La défense démontrera qu'entre 1991 et 1995, M. Stanisic n'avait absolument rien à voir avec Arkan. S'il avait su que les tigres d'Arkan ou les super tigres avaient pu être employés même au sein de l'effectif de réserve, il aurait réagi et il l'aurait empêché conformément avec la pratique qui avait été la sienne au sein de l'ADB et visant à éviter d'être infiltré par des associations du SOUP. De plus, puisque Arkan était à l'arrière-plan du SOUP fédéral et avait commis les crimes à Zvornik en 1992, c'est Stanisic qui a procédé à arrêter les frères Bukovic et diligenter des poursuites contre Dushko pour ces mêmes crimes. M. Stanisic a insisté personnellement pour que cela soit fait. Et comme le confirmera le troisième témoin de la défense, cela a représenté quelque chose d'inattendu en Serbie à l'époque, la notion même d'engager des poursuites contre ceux qui combattaient. fighting. L'idée d'engager des poursuites contre les combattants en Bosnie ou en Croatie était quasiment inconnue à l'époque en Serbie. Monsieur Stanisic, comme cherchera à le démontrer la défense, cherchait à faire passer un message clair auprès des paramilitaires serbes en Bosnie et en Croatie. Si vous commettez des crimes, vous devrez en répondre. Il faut donc pardonner M. Stanisic s'ils se sont insultés par les liens que lui attribue l'accusation. GF 086 a indiqué dans sa déposition que Plavovich, commandant du TO de Zvornik, avait un rapport proche avec Milan Tepavčević, l'adjoint de M. Stanisic. Pavlovich s'est rendu au bâtiment du MUP pour rencontrer Tepavčević. GF 086 a également indiqué que Dragan Spasojević rencontrait Tepavčević au MUP de la Serbie régulièrement, au moins une fois par semaine au cours des 2 premières années de la guerre. 2 tentatives locales de procéder à l'arrestation des guêpes jaunes ont été vouées à l'échec pour arrêter les frères Buvković parce que Pavlovich
les avait avertis de cette arrestation. Ils ont pu s'échapper l'accusation. Je vous invite à conclure que Tepavčević agissait sur ordre de Stanisić et soutenait Pavlović, qui à son tour soutenait les guêpes jaunes. Selon nous, les actions les activités et actions de M. Stanisić contre ce groupe paramilitaire permettent de réfuter cette conclusion, cette hypothèse, ainsi que la conclusion générale que tire l'accusation et qu'elle veut retirer, qui serait la suivante, que M. Stanisić est responsable parce que ses employés se sont mal comportés, ont commis des crimes dans la région, ou se sont associés avec des criminels. Tepavčević s'est peut-être comporté de la sorte. Et peut-être certains subordonnés de la DB se sont-ils conduits de la manière, mais un contrat de travail ne vous rend pas responsable des crimes commis par vos employés lorsque ils agissent de leur propre chef et de manière totalement déraisonnable. Vous pouvez voir la diapo numéro 7, la suite de cet argument. À l'époque où les autorités serbes avaient soit pris le maquis, soit refusé de coopérer avec la justice internationale, M. Stanisić apportait son concours à l'ouverture de l'affaire de Srebrenica devant ce même tribunal. Selon l'accusation, au paragraphe 60 et 61 de l'acte d'accusation, au sujet des massacres des garçons et des hommes musulmans de l'Anglase de Srebrenica, M. Stanisić a contribué indirectement à ces massacres. Or, il a livré Erdemović à la haie et s'est montré disposé à apporter son concours à l'ouverture de l'enquête relative à Srebrenica, ce qui démontre le caractère fallacieux de cette accusation. La deuxième partie des arguments de la défense, c'est à la diapo numéro 8. Cette partie traitera de l'affirmation de l'accusation selon laquelle M. Stanisić a contribué au crime commis en Croatie. Le deuxième volet de notre argument commencera par démonter les affirmations selon lesquelles M. Stanisić a créé le camp ou le centre de formation de Golubic, qu'il a créé son propre groupe paramilitaire, qu'il a continué à organiser, fournir, financer les forces serbes qui commettaient les crimes incriminés ou les actes incriminés dans l'acte d'accusation. La défense démontrera que plutôt qu'une participation significative à dessein criminel, la participation de l'accusé au crime commis en Krajina était minimale et avait pour but de prévenir la délinquance et la criminalité et à assurer la sécurité de la population de la Krajina. Les arguments de l'accusation commencent par l'affirmation selon laquelle, 6 semaines après l'ordre donné par Milosevic de créer des unités spéciales chargées de protéger les intérêts des Serbes à l'extérieur de la Serbie, Stanisić a établi ces unités au sein du département de la Sûreté de l'État dépendant du ministère serbe des Affaires intérieures et que Stanisić et Sematović ont créé 25 ans d'entraînement dans le cadre de la réalisation de l'entreprise criminelle commune. C'est ainsi donc que commence la théorie de l'accusation. Et la théorie de l'accusation sera présentée telle qu'elle est. Si elle avait été basée sur des faits ou sur la réalité,
l'accusation n'aurait pas eu autant de mal à prouver son propos sur ces questions essentielles. Dans le premier mémoire préalable au procès de 2004, l'accusation décrivait les premiers bérets rouges comme un groupe distinct, un groupe restreint d'instructeurs de Golo Beach clairement identifiables qui est devenu le JSO. Comparons cela avec la théorie bien plus flexible et créative qui a été avancée lors du propos liminaire. Les unités spéciales, je cite, les unités spéciales de l'ADB serbe étaient désignées par plusieurs noms différents. JATD, GSO, les hommes d'Arcan, les tigres d'Arcan, les hommes de Martic, les Kninjas du capitaine Dragan. C'est une théorie très flexible qui a pour but de soutenir au fur et à mesure que qu'ils se développent les arguments qui sont avancés. La théorie est basée sur des documents de l'unité basés sur la vidéo de Kula. Alors, construire des arguments sur les fanfaronnades d'hommes qui sortent d'une guerre civile, qui sont en train de faire les matamores pour démontrer leur force et leur prouesse, eh bien, une telle théorie qui est basée sur de tels arguments est vouée à ne pas démontrer la vérité et les faits tels qu'ils se sont produits. Il est un fait reconnu tant par la défense que l'accusation que ce groupe n'est pas resté ensemble, mais il s'est séparé en plus petits groupes d'hommes ou de personnes individuelles qui se sont rendus en Bosnie et en Croatie pour prêter leur concours aux actes de guerre. L'idée selon laquelle Stanisic exerçait une autorité, un contrôle sur chacun à tout moment est une fiction créée par l'accusation qui a pour but de le rendre responsable de toutes leurs actions. Certes, l'accusé, M. Stanisic, doit assumer la responsabilité de l'épreuve qu'il traverse pour le moment, compte tenu de ce discours tout à fait illogique de Kula de 1997. C'est une véritable fiction. On peut démontrer que c'est les cas tirés d'un mauvais film d'Hollywood à laquelle personne n'apporte ou ne porte de crédit si ce n'est l'accusation. Cela vaut la peine, comme le fera la défense, d'examiner de près un moment le discours de M. Simatovic. Dans la vidéo, M. Simatovic, la vidéo qui porte la cote P61, estimait que l'administration du renseignement de la Deuxième Guerre a été créée à ce moment-là et comprenait une équipe spéciale pour le soutien logistique et influentiel de l'unité des opérations spéciales. Et M. Simatovic a dit qu'à partir du 12 octobre 1991, lors de batailles menées contre des policiers armés croates, à Benkovac, Stari Gospic, Plitvice Glina, Kostanica et ailleurs, l'unité a apporté un soutien important à l'effort de libération de toutes les régions de la RSK. Selon M. Simatovic, à peu près 5000 soldats ont participé à ces batailles et leurs actions étaient coordonnées par le commandement de l'unité et une équipe de renseignement provenant de la deuxième administration. La défense passera en revue les arguments de l'accusation et montrera que ces affirmations sont quasi totalement dépourvues de fondement. Il n'existe tout simplement aucune preuve selon laquelle
il existait un commandement d'unité au sein du DB et que la deuxième administration coordonnait 5000 hommes en Krajina. Au contraire, comme le montrent d'ailleurs les preuves avancées par l'accusation et comme le corroboreront les preuves de la défense, il existait une unité de commandement dans la Krajina et dans cette unité, les hommes de Martić étaient subordonnés à la Jiena. Les journaux de Mladić, produits par l'accusation, contredisent directement ces affirmations exagérées et confirment précisément qui était responsable, qui commandait et qui est responsable des combats et des crimes commis dans les lieux indiqués par l'acte d'accusation. Et nous avons des pièces à conviction, mais l'accusation n'a pas retenu ces pièces. Par exemple, ce qui concerne les combats en Krajina, Mladić écrit il s'agit de la pièce 556965 terres. Je vous donnerai, je déposerai cela plus tard. Les soldats de l'administration principale nous font honte et ne peuvent pas distinguer ce qui était placé sous le commandement de Martić et ce qui était placé sous le commandement de Mladić. Il indique également que il indique également qu'il donnait des ordres à la défense territoriale et au secrétaire du SOUP. On ne nomme pas du tout Simatovic. Est-ce que lui ou les unités spéciales de la DB commandaient? Alors, pourquoi ne sont-ils pas mentionnés par Mladić, comme la défense le montrera par le biais des dépositions des témoins des ST 34, 62, 31 et 43? Les actes incriminés dans l'acte d'accusation à la Krajina ne peuvent être attribués à un commandement d'unité de l'administration du renseignement et ne peuvent être attribués à M. Stanisic. Comme me l'a dit hier M. Stanisic, je n'avais même jamais entendu parler de Skrbania. Pour en revenir à la vidéo de Kula, dans cette vidéo, M. Simatovic affirmait que l'ADB avait créé 26 camps d'entraînement. Cette affirmation est illogique, ce qui sera facile à prouver. Il a affirmé, en citant 21 camps de formation, que l'ADB les avait créés et pour les viabiliser en 1992, l'unité a établi un petit réseau d'aéroports ou d'aérodromes en Bosnie-Herzégovine et a formé un escadron de combat. De ces aérodromes sont partis à peu près 1000 vols de reconnaissance de transport et à but humanitaire. Ces aérodromes étaient situés à Bratunac, Skelani, Sokoloc, Rogatica et ailleurs. Selon Simatovic, ces vols et cet escadron de combat n'ont pas été détectés par les équipements sophistiqués de l'OTAN. Selon nous, il va de soi que cela ne pourra pas être exact. L'organisation militaire la plus avancée du monde, des milliers de vols de combat, un escadron de combat, et rien de tout cela n'aurait été détecté. La défense vous invitera à examiner de près les arguments de l'accusation. Tout y est, à notre sens.
et les témoins de la défense expliqueront les choses et les replaceront dans leur contexte. Prenez par exemple l'affirmation de M. Simatovic selon laquelle l'unité spéciale a créé un aérodrome à Skelani. Et je vous invite à vous reporter à la pièce P 2104. C'est la diapo numéro 5. C'est un rapport de sécurité qui fait état de renseignements reçus confirmant qu'un camp de formation a été organisé à Skelani et qu'il était dirigé par ou sur les ordres de Pupovac. Effectivement, la pièce à conviction P2872 confirme qu'en juillet 1991, Pupovac était membre de l'unité à but spécial du SOUP de la Krajina et le témoin JF 030 confirme qu'effectivement Pupovac avait été l'une des recrues du capitaine Dragan. Vous avez la pièce de l'accusation P 2104. Là, on voit ce camp de Kalani qui n'était que petit et qui n'a servi qu'à quelques exercices de tir et à quelques exercices tactiques. C'est l'armée qui fournissait la nourriture. Il y avait un autre camp de formation établi par un certain Neskovic. Mais celui-ci n'a attiré que quelques jeunes, pas plus. Cette pièce, il faut la mettre au regard de la pièce P387, diapo numéro 10. Il s'agit là d'un rapport concernant les bérets rouges en date du 17 juin 1993, authentifié par un témoin à charge, le témoin Milovanovic. Et ce document relève que ce qui était le 5e KVO du bataillon de Skelani était cantonné à l'école élémentaire de Skelani, ce qu'on a appelé les bérets rouges. Il refusait d'obéir aux ordres du commandant de Skelani. Et ce qui compte plus encore, c'est ce que dit ce rapport lorsqu'il affirme que ces hommes, quels qu'ils soient, avaient accepté de rejoindre l'OB et puis aller continuer de s'occuper de la sécurité. Ils étaient d'accord pour assurer la sécurité du nouvel aéroport de Skelani. Ils étaient au nombre de 16 hommes et ils étaient d'accord pour continuer d'assurer la source de revenus qu'était le passage. Ça, apparemment, c'était la réalité qui prévalait à Skelani, ce qu'on appelait les bérets rouges, pour autant qu'on puisse établir un lien entre eux et la DB. Ils avaient marqué leur accord pour assurer la sécurité du nouvel aéroport. Et la DB n'avait rien à voir avec la construction de l'aéroport ou aérodrome. S'occupait uniquement de sa sécurité, de sa surveillance à l'aide de quelques hommes. Quelle est la vérité? Nous allons la présenter pendant la présentation de nos moyens. C'est que le discours de Kula, c'était une fiction. La VRS a construit un aérodrome à Skelani et d'anciens membres du SOUP de Krajina ont été chargés d'en assurer la sécurité pour les insérer dans la voie hiérarchique militaire. Mais c'était des volontaires, des fauteurs de troubles. Ils n'avaient rien à voir avec la DB. Et cet aérodrome mentionné par M. Simatovic n'avait rien à voir avec M. Stanisic. Nous allons vous le montrer. On affirme que la DB serbe a assuré une formation et a surtout assuré la formation des unités spéciales. Mais ça a été largement exagéré et c'est à tort qu'on attribue ces faits à M. Stanisic et à la DB. Il y a une différence fondamentale en fait entre le fait de prendre le contrôle d'un terrain et la menée de quelques leçons de manœuvres techniques et le type d'engagement, d'investissement qu'il faut pour établir un camp comme Golubic.
témoins de la défense DST 42, 40, 38, ou toute autre personne qui aurait une certaine expérience militaire pourrait vous le dire. Si vous voulez créer, si vous voulez approvisionner et assurer la continuité d'un camp de formation, il faut du temps, de l'argent et des moyens logistiques. Ça ne se fait pas à l'insu de tout le monde. Les éléments à charge concernant la formation se basent sur des camps ponctuels ad hoc, des camps de formation. Et même si on pouvait en attribuer l'origine à M. Stanisic, il ne saurait s'agir là d'une contribution importante à une entreprise criminelle, quelle qu'elle soit. On a beaucoup parlé de Fruška Gora. C'est utile de l'examiner, cette question, qui a été décrite par le témoin GF31. Au cours des 5 mois qu'il y a passé, de 40 à 50 personnes ont reçu une formation en ces lieux. Pour nous, ce n'est pas un camp de formation d'entraînement, c'est plutôt un terrain d'exercice. Il ne faut pas de ressources, il ne faut pas de moyens logistiques pour s'en servir. Et ces moyens n'ont pas été fournis par M. Stanisic. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement ou de formation. Nous ne voulons pas laisser entendre qu'on n'a jamais, du côté de l'ADB, fourni de moyens pour alimenter ces camps. Nous ne disons pas qu'il n'y a personne qui aurait été employé dans les forces, les effectifs permanents du MOUP serbe, ou que ce soit aussi les forces de réserve du MOUP serbe ou de l'ADB, y a participé. Peut-être qu'il y a eu, dans une certaine mesure, de la formation à Korenica ou à Paisos ou à Pločka, mais nous allons vous le montrer. Ces soi-disant camps de formation, pour autant qu'ils existaient, c'étaient des petites structures qui ne nécessitaient pas de ressources particulières. Et ce n'était pas la base même, le socle permettant de recruter des hommes pour la JNA, pour la VRS ou pour toute autre organisation militaire. Le témoin JF31 l'a confirmé. La DP n'a pas envoyé de moyens logistiques à Fruška Gora. Il y a eu de la formation au Montara en 1993. Les hommes de Fikret Abdic ont été formés pour l'opération PAC, mais à part cela, M. Stanisic n'a rien à voir avec ce qu'on a appelé des camps de formation. Le deuxième volet de notre ligne de défense vous montrera ceci. Tout d'abord, c'est qu'il n'y avait aucun dessein criminel poursuivi en Krajina jusqu'au plus tôt en août ou en septembre 1991. Tous les témoins venant de la Krajina vous le confirmeront. Les citoyens serbes avaient peur, craignaient pour leur sécurité, sincèrement et pour de bonnes raisons objectives. Ils ont exigé une protection défensive face à l'agression menée par les autorités croates. Ils l'ont exigé des autorités locales de la Krajina. Et certaines de ces peurs étaient peut-être très subjectives, mais elles étaient ressenties néanmoins par ces personnes. Des hommes comme Martic et surtout Babic n'ont pas assuré toutes leurs responsabilités, n'ont pas été de véritables meneurs d'hommes alors que c'était une époque de crise, mais ceci ne prouve pas qu'il y aurait eu une action menée de concert afin d'éloigner à tout jamais et par la force les non-serbes de la Krajina en commettant des crimes. S'il y a une ambition politique d'unifier des territoires à majorité serbe à la Serbie, de relier ces territoires à la Serbie,
ce n'est pas un objectif criminel si ce n'est pas poursuivi par le moyen de crime. Golly Beach a été créé fin 90. C'est développé en 91 et il est né de ses ambitions, de ses peurs. Il a été créé pour former des policiers à même de protéger les citoyens dans un environnement qui était nouveau, qui était militarisé et qui était violent. Le témoin à charge JF 439 l'a confirmé et ceci sera corroboré par les témoins à décharge DST 62, 31 et 43. L'objectif à Golly Beach, ce n'était pas de commettre des crimes, c'était un lieu créé pour permettre à la TO, à la police, de mieux faire son travail, le travail qu'elle menait quotidiennement. L'accusation affirme qu'il y avait un projet criminel avant août 91. Mais dire cela, c'est ignorer la réalité du terrain. C'est dit pour impliquer M. Stanisic par le biais de M. Simatovic. Nos moyens vous le prouveront. Jusqu'au début du mois de septembre 91, la JNA, c'était une partie neutre, c'était un tampon, une zone tampon entre ces miliciens de tous bords et de part et d'autre de ce clivage ethnique. Et s'il y a eu un objectif criminel, il ne concernait pas ou il n'impliquait pas la JNA ou par élargissement de cette idée, Milosevic ou l'accusé, qui, d'après ce que vous a dit l'accusation, était le bras droit de M. Milosevic. La défense vous le prouvera. Le MOUP de Serbie en tant qu'institution a commencé à être actif en mai 91, mais pas comme a voulu vous le dire l'accusation. Le MOUP serbe, en tant qu'institution, s'est engagé pour essayer d'empêcher qu'il n'y ait la guerre, pour essayer d'empêcher une ébullition de ces peurs, de ces craintes nées dans ce clivage ethnique pour que ceci ne se transforme pas en haie et en violence. Personne, à ce moment-là, n'a prévu, n'a planifié le déplacement forcé de population, ni même la guerre. Une grande multitude de rapports vous seront présentés pendant la présentation de nos moyens à l'appui de ce que nous avançons ici. Prenez un exemple qui se trouve à la diapo 11. Vous avez un rapport concernant la sécurité en République de Croatie qui fait état d'un chaos, d'une anarchie régnant en Krajina en mai 91. Et ce rapport le dit clairement. Nous estimons nécessaire que le MOUP de la République de Serbie, par le biais du SUP fédéral et le gouvernement de la République de Serbie, lance une initiative permettant à la présidence de la RSFY d'établir des conditions qui respecteraient l'application de l'article 8 de la loi portant fondement du système de la sûreté de l'État, et permettant à la RSFY de donner une décision disant que les questions de sécurité sur le territoire de la République de Croatie doivent être organisées et exécutées directement par la Fédération. Autre élément important dans ce texte, c'est que les forces conjointes du SUP fédéral doivent être constituées afin d'opérer dans les zones menacées. Pour le dire autrement, en mai 91, le MOUP serbe se préparait, se doter des éléments nécessaires pour empêcher la criminalité et pour protéger tous les citoyens de Croatie. Diapo numéro 12. C'est une autre preuve de la même idée qui montre que ce que voulait le MOUP serbe, c'est empêcher les conflits ethniques, empêcher la guerre.
La diapo 13 montre les défis qu'il fallait relever à l'époque. La défense va également vous prouver que M. Stanisic n'a pas contribué à une entreprise criminelle en Krajina, que ce soit avant ou après le mois d'août 91. L'ADB, ce n'était pas le pilier principal, le socle permettant d'apporter le soutien logistique ou financier en Krajina ou à la SPSO. Il n'a rien à voir avec la création du camp de Golubic. Il n'était pas l'exécutant des ordres de M. Stanisic ou de l'ADB pour ce qui est du renseignement. M. Simatovic n'organisait pas la formation à Golubic. M. Stanisic n'a jamais approvisionné les Kninja ou d'autres membres de la police de Marsic pendant les combats ou pour permettre la poursuite des combats dans les lieux retenus dans l'acte d'accusation. Nous allons vous prouver, grâce à ce que vous diront les témoins des ST 35, 34, 62, 31, que le 4 janvier 1991, le conseil exécutif de la SAO de Krajina a établi le secrétariat régional de l'intérieur, SUP, à Knin. Ce jour-là, Milan Martic a été nommé secrétaire de l'intérieur. Le 5 janvier 1991, le conseil exécutif a informé le MOUP de Croatie que la création du SUP éteignait l'autorité du MOUP de Croatie en SAO Krajina. Ce que nous disons et ce que nous allons prouver, c'est que pendant toute la durée de cette période et par ce processus, la SAO de Krajina et ses chefs serbes se sont tournés vers tous les secteurs du gouvernement serbe pour leur demander leur aide et grâce à des contacts personnels ont essayé d'obtenir un soutien financier, logistique et militaire. Regardez les diapos 14 et 15. Elles vous le montrent. Elles vous montrent que cette aide, elle est venue de bien des sources diverses et variées. Le témoin JF39 vous a dit que Stanisic avait ordonné la création de postes de police en Krajina en janvier 91, qu'il avait payé pour tout et que l'argent, il venait en espèces de Krajina, il venait par sacs transportés par des militaires. Eh bien, toutes ces affirmations, il fallait voir la lumière de ces demandes d'assistance. On demandait de l'aide et il fallait la fournir. Si M. Stanisic avait été impliqué, comme on l'affirme, s'il avait si bien connu Martic, on aurait des preuves qui montreraient que Martic a contacté Stanisic pour obtenir des fonds plus tard. Au contraire, comme on le voit à la diapo 16, pièce P1552, Martic demande de l'aide financière à Milosevic, à Sajnovic et à Sokolovic pour payer ses policiers. Pourquoi n'a-t-il pas écrit à Stanisic? Si vraiment Stanisic était l'homme qui avait fourni l'argent en espèces aux banques, comme vous l'a affirmé l'accusation. Quoi qu'il en soit, nous disons que la thèse de l'accusation ne tient pas compte de la réalité. L'interprétation que fait l'accusation de l'entreprise criminelle commune ne fait pas la différence entre les apports des institutions serbes
conçu pour améliorer la sécurité de la SAO de Krajina et les zones serbes en général, entre cet appui pour la sécurité et une contribution qui aurait pour but d'alimenter la haine, la guerre, pour faire avancer cette entreprise criminelle commune. Le citoyen serbe lambda en SAO de Krajina avait le droit d'espérer de meilleurs chefs. Mais pour cela, il aurait fallu un bon système judiciaire efficace. Le gouvernement serbe, y compris le SUP serbe, le MUP et le serbe et fédéral avaient raison de répondre à ces demandes d'assistance, mais il faut examiner à la loupe ces réponses pour voir quelle était la finalité de celles-ci. Mais la défense va vous le prouver. Il y avait des inquiétudes tout à fait légitimes en matière de sécurité. L'accusation vous demande de considérer que toutes les aides apportées à la Krajina sont des desseins, des objectifs criminels. Il ne faut pas répondre à l'invitation que vous fait l'accusation. Elle l'a d'ailleurs elle-même prouvé. Et nous allons le prouver nous-mêmes aussi encore davantage. Le témoin GF35, entre autres, a pris des décisions opérationnelles quant au fonctionnement des postes de police et quant aux missions à donner au chef de poste de police. Ce témoin indiquait que c'était la SAO-SBSO et le devoir de sa police, je cite, de protéger tous les citoyens habitant sur le territoire, ceux qui se comportent comme il se doit, qui n'ont rien fait de mal et vivent une vie normale. Your Honours will find that. Mesdames et messieurs les juges, vous trouverez ceci au compte-rendu de l'espèce en date du 28 juin 2010, pages 6011 et 6012. Il était nécessaire, il y avait un besoin du point de vue des postes de police nouvellement établis de recevoir des moyens matériels, y compris certaines armes, afin de pouvoir représenter une force de police pleinement opérationnelle et apte à combattre les criminels devenus fous furieux. Par conséquent, le MUP de Serbie a été contacté et il a réagi. Il disposait de l'expertise idoine et bien entendu de certains moyens matériels. Cependant, cette assistance matérielle, aussi bien dans la Krajina de Knin que dans la SBSO, n'impliquait pas l'ADB de Serbie. La défense soutient que l'essentiel de cette assistance matérielle n'avait absolument rien à voir avec M. Stanisic. The defence Mr. Jordash, Le président. Maître Jordash, pourriez-vous ménager peut-être dans le cours des 5 prochaines minutes la possibilité de faire une pause? Nous l'apprécierions. Maître Jordash, très bien, Monsieur le Président. Les éléments de preuve dont dispose la défense indiquent que le rôle de M. Stanisic était défini avant tout sur le territoire de la République de Serbie, qu'il s'agissait de protéger. Si, mesdames et messieurs les juges, vous aviez besoin de réparer votre voiture, vous iriez voir un mécanicien. Lorsque Martic, Babic, Hadjic et d'autres avaient besoin de mettre en place des postes de police, ils se sont adressés au SUP fédéral et au secteur de la sécurité publique du SUP de la République. La thèse de l'accusation laisse complètement dans l'ombre le fait que le MUP de Serbie était composé de 2 sections distinctes. Les transparents 17 à 19 vous fournissent certains des exemples qui viendront corroborer les théories de la défense. M. Stanisic et l'ADB n'ont pas participé à ces activités, sauf de façon très marginale et uniquement dans des buts qui étaient tout à fait légitimes. As the prosecution evidence shows, and Tout comme le démontrent les éléments de preuve de l'accusation, et la défense en apportera la confirmation, Martic ne s'attendait à aucun moment à ce que M. Stanisic
fournisse à sa police ou à lui-même la moindre assistance matérielle. Au contraire, Martic s'est adressé à Stanisic sur un fondement très limité. Il savait où se situait l'expertise de Stanisic. Et je vous réfère au transparent numéro 20, à la pièce de l'accusation numéro 1556, qui fournit un exemple patent et nous démontre la nature de ce que M. Martic venait demander à M. Stanisic. Je crois que c'est un bon moment pour faire la pause, Monsieur le Président. Le Président. Très bien. Alors avant de prendre la pause, j'ai une question à soulever. Hier, nous avons abordé la question du rapport d'expert de M. Brown. À plusieurs reprises, vous vous êtes appuyé sur les carnets du général Mladic. Est-ce que cela signifie que vous n'en remettez pas en compte l'authenticité? Maître Jordache, nous ne remettons pas en cause le fait que c'est bien Mladic qui a rédigé ces carnets, le président soit. Mais vous avez dit que la question de savoir quand il l'a fait était différente. Pour nous, ce n'était pas tout à fait clair. Nous comprenons en revanche maintenant que vous ne remettez pas en question que ces carnets, ces documents ont bien été rédigés par le général Mladic. N'est-ce pas, Maître Jordache? Oui. Et ce que nous avançons, c'est que la façon dont ces carnets impliquent peut-être d'autres personnes que Mladic doit être envisagée avec la plus grande précaution. Concernant Babic, en fait, Mladic là où Mladic fournit des éléments de contexte, il est possible de s'appuyer peut-être plus facilement sur ces carnets. Le président, très bien. Donc vous parlez de prudence en matière d'interprétation ou quant à la véracité des portions manuscrites de ces carnets, n'est-ce pas, Maître Jordache? En effet, le président. Très bien. Alors, je voudrais vérifier avec vous ce qu'il en est, Maître Petrovic. Est-ce que la défense Simatovic a une position similaire concernant les carnets? Maître Petrovic. Eh bien, en principe, oui, Monsieur le Président. Je vous remercie. Nous allons maintenant faire une pause et reprendre nos débats à 11h moins le quart.